Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Mon nom est Clément Marianne et avec mon acolyte Franck Poirot, on vous emmène à la rencontre des entrepreneurs d'outre-mer. On vous propose de parler d'entreprise, d'innovation, d'investissement, d'indépendance, à travers le témoignage de femmes et d'hommes créoles qui ont eu l'audace de se lancer. Nous échangerons avec eux sur leur parcours, leurs succès, mais aussi leurs erreurs, leurs échecs et de la particularité d'entreprendre dans les DOM. Allez, c'est parti, on vous emmène avec nous. Dans cet épisode, nous allons à la rencontre de Madly Shenning-King. Madly fait partie de ces entrepreneurs qu'il est difficile de décrire avec un seul adjectif, tant ses activités dans l'événementiel et la communication sont riches et variées. Dans cette interview, elle nous parle de son parcours, de ses projets et en particulier, elle nous fait entrer dans les coulisses de Welcome à la maison, le salon immobilier dédié aux loueurs saisonniers qu'elle organise en Martinique et en Guadeloupe. Si le podcast vous plaît, pensez à vous abonner, à noter, liker, lâcher un commentaire, ça nous fera très plaisir. Et restez bien jusqu'à la fin, Madly nous lâche beaucoup de pépites et notamment elle nous raconte comment elle a fait venir Airbnb à son tout premier événement. Allez, le teaser est lancé, sans plus attendre, on accueille Madly. Bonjour à tous, aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Madly. Alors on est toujours très heureux au sein du podcast des entrepreneurs d'outre-mer de pouvoir accueillir des entrepreneurs des femmes ambitieuses, des femmes qui font beaucoup de choses et qui font bouger les lignes sur leur territoire. Alors Madly, on est très heureux de t'accueillir et avant toute chose, Madly, dis-nous comment tu vas? Hello Franck, bonjour à tous et à toutes, merci de m'accueillir, je vais super bien. Ok, nous aussi on va très bien, on est très heureux de t'accueillir sur ce podcast. Alors un podcast un peu spécial. Sur le dernier épisode, on a testé un podcast à 4 voix. Aujourd'hui, on va tester un nouveau format à 2 voix. Donc, on sera toi et moi, Madly, les yeux dans les yeux. Et puis, on va passer un beau moment ensemble et on va tenter d'en savoir plus sur toi et sur toutes les choses que tu fais. Mais avant de commencer, c'est une tradition maintenant dans le podcast, on va essayer de faire ton portrait créole. Et pour ce faire, on va te poser 3 questions. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Alors, la première question, Madly, si tu étais un plat, ce serait lequel et pourquoi? Ce serait le gratin de Christophine de ma grand-mère. D'une part parce qu'elle le fait extrêmement bien, c'est un plat typique de la Martinique. Et puis, il a le goût de la nostalgie, il a le goût de l'enfance, il a le goût de l'amour qu'elle met dedans. Donc, voilà. C'est un plat que je valide. En fait, on nous demande souvent c'est quoi les points communs ou les différences, tu vois, entre, par exemple, la cuisine dans les Antilles et du côté de l'océan Indien, à La Réunion notamment. Et je dis souvent qu'on a les mêmes produits, mais qu'on ne les cuisine pas de la même manière. Mais du coup, la Christophine, qu'on appelle chouchou à La Réunion, et ben, le gratin de Christophine, le gratin de chouchou, ça fait partie de ces plats qu'on retrouve d'un côté comme de l'autre. Donc, c'est un peu... Ah ben super. Là, on commence avec un beau dénominateur commun, donc bon choix. Et on verra que ouais, la nourriture a une place particulière dans ton parcours, mais on garde ça pour la suite de l'épisode. Donc, on a ton plat. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous partager un lieu? Alors, ton lieu favori, un lieu dans lequel tu aimes aller ou pour te ressourcer, pour travailler, pour chiller, ce serait quoi? Alors, il y a deux, si je peux dire, tout ce qui est pour chiller, pour me ressourcer, j'aime beaucoup être au bord de l'eau. Pour moi, regarder la mer, voir la mer, c'est assez méditatif. Mais sinon, mon lieu, si je n'étais pas martiniquaise, mon lieu préféré aurait clairement été New York. C'est une ville où j'ai vécu, c'est une ville qui m'inspire, qui donne cette impression que tout est possible. Et chaque fois que j'y vais, du coup, je ressors avec vraiment un boost d'énergie. Donc voilà, ça dépend de mon état d'esprit, je dirais. Ok. Et par contre, là, ce qui est intéressant, tu vois, c'est un peu ces deux extrêmes entre le côté haut, méditatif et reposant, et l'autre lieu que tu affectionnes, c'est New York, une ville qui grouille de partout, qui est très active. Donc, on sent déjà qu'il y a de multiples influences en toi. Cela dit, en Martinique, ouais, j'aime beaucoup. Tu vois, si c'était pas l'eau, je t'aurais dit certainement la route de la Trace. Parce que tu vois, c'est une route qui est très sinueuse, qui est avec beaucoup de végétation. Les gens en général n'aiment pas beaucoup. Il y a beaucoup de rumeurs autour de la route de la Trace. Et donc, d'ailleurs, quand j'ai rien à faire, je prends juste la route de la Trace, tu vois. Ok, je note.
L'eau, New York et la route de la trace. Voilà les trois éléments, les trois lieux qui te caractérisent. Ensuite, en préparant cet épisode, tu nous as donné les 2 sons qui seront ajoutés à la playlist des entrepreneurs d'outre-mer. Du coup, je te repose la question. Si tu étais une musique, alors un style de musique ou une chanson en particulier, ce serait laquelle? Ce serait lesquelles? Alors, je serais soit Beyoncé, soit Eugène Mouna, mais j'ai donné Eugène Mouna parce que Beyoncé, c'est un peu facile. Beyoncé pour son éthique, évidemment, pour la superstar qu'elle est, etc., son éthique de travail. Mais Eugène Mouna, j'ai voulu donner aussi un chanteur avec un ancrage local et puis dont les paroles m'inspirent beaucoup. Ce sont des paroles qui sont liées au travail, qui sont liées à la résistance, qui sont liées à la liberté. Donc elles ont un écho particulier pour moi. Donc voilà, je dirais Eugène Mouna, de manière générale, que ce soit Wawilé ou autre. On aura l'occasion du coup de faire découvrir un peu plus cet artiste, sa musique et ce qu'il revendique à travers cette playlist, notamment pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément des Antilles. Mais là aussi, au niveau du choix, tu vois, tu hésites entre Eugène Mouna et Beyoncé, donc ça montre bien Oui, ma dualité. la richesse, on va dire, la richesse de ce qui t'influe. Et c'est un peu une passerelle toute trouvée là pour passer maintenant qu'on sait un peu mieux qui tu es à travers ce portrait créole. On aimerait savoir, Madly, finalement, quelles ont été les grandes étapes qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui? Effectivement, cette dualité, ces extrêmes se retrouvent un petit peu. Et sans spoiler tout de suite, mais ça ne m'étonne pas que tu parles, par exemple, de la ville de New York City. Donc, bon, je te laisse la parole. Raconte-nous, Madly, qui tu es, qu'est-ce que tu as fait? Alors, je suis Madly King, je suis martiniquaise, j'habite en Martinique. Je suis revenue en 2019 après plusieurs années en France hexagonale, en Espagne et aux États-Unis. Et aujourd'hui, je dirige une société qui s'appelle Majorine. Et Majorine a 2 activités, l'organisation d'événements de type salon, conférence, et puis l'organisation de visites guidées gourmandes en Martinique. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant ça, j'ai dû pivoter, et notamment ça a été le cas pendant la période du Covid. Avant ça, je faisais beaucoup de conseils en communication, notamment auprès des acteurs du tourisme. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Et puis, hormis ça, voilà, j'ai un parcours académique qui a commencé en Martinique. J'ai fait toutes mes classes en Martinique avant de partir à la Sorbonne. J'ai commencé d'abord en étudiant les langues étrangères, parce que l'un de mes objectifs quand j'étais plus jeune, c'était d'être polyglotte. Je voulais parler le plus de langues que possible. Et aujourd'hui, je suis contente, j'en parle 4. Et puis, je me suis rendu compte sur les bancs de l'université que finalement, on apprenait moins à parler la langue qu'on l'étudiait. On l'étudiait à l'écrit, surtout, on étudiait la grammaire, etc. Mais moi, je voulais vraiment la parler. Donc, je suis partie vivre en Espagne pour m'immerger dans un environnement hispanophone, notamment. Depuis l'Espagne, voilà, j'ai intégré une école en communication, donc j'ai bifurqué. Et puis, après avoir été diplômée de mon master en communication, j'ai commencé chez l'annonceur et en agence avant de créer ma société en 2016. Voilà pour mon parcours. Ok, c'est marrant là, la petite anecdote qui revient sur le fait que quand on est à l'école, finalement, on étudie un peu la langue sans forcément la parler. Clairement. Et bon, pour nos auditeurs fidèles, ça va être une redite, mais on avait eu un épisode où on parlait de ça et je racontais que, par exemple, pour l'anglais, tu vois, moi, on a tous commencé à étudier l'anglais au collège et je me rappelle mon premier week-end dans un pays autre que la France où il fallait parler en anglais. En fait, j'arrive à l'hôtel et j'essaye juste de demander, tu vois, les clés de la chambre que j'ai réservée. Et genre, impossible de me faire comprendre, tu vois. Et là, je me suis dit, il y a vraiment un truc qui fonctionne pas. Et effectivement, après, c'est dans les immersions qu'on apprend à mieux parler la langue et à mieux se connaître aussi. Toi, tu dirais que ce désir-là de pouvoir être en mesure de parler plusieurs langues, tu arrives à identifier d'où est-ce que ça vient? Pas nécessairement, mais c'est vrai que je suis de la génération fin des années 80, début des années 90.
Et donc, j'ai été un peu biberonnée à tout ce qui est Sex and the City, Mhm. Friends, Gossip Girl, etc. Et du coup, mine de rien, ça a une influence, je pense, sans compter tout ce qui est musical au niveau de la Jamaïque ou autre. Et donc, je pense que ça a une influence, cette idée de pouvoir comprendre finalement ce que les autres disaient. Et puis, j'aime bien à l'oreille le fait d'entendre plusieurs langues, de parler plusieurs langues. Donc, voilà, c'était un de mes objectifs. J'avais dit, moi, je vais parler le plus de langues possible. Et je suis en bonne route pour ça. Super. Tu nous as parlé que tu as fait, donc tu as eu une mobilité en France, en Espagne, mais aussi aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ce passage-là aux États-Unis? C'était dans quel cadre? Combien de temps? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, j'avais déjà commencé à travailler, donc j'étais salariée, etc. Et puis, voilà, rupture conventionnelle à ma demande, donc l'entreprise a accepté. Et j'avais envie, j'étais déjà titillée par l'entrepreneuriat, mais j'avais envie de voir ce qui se passait ailleurs en réalité, et Mhm. surtout dans un environnement anglophone. Tu vois, on revient à cette idée de langue. Et donc, j'ai cherché un peu les programmes qui étaient disponibles aux étudiants internationaux aux États-Unis. Je savais que je voulais aller à New York. J'y étais déjà allée en vacances, donc c'était clairement ma ville cible. Mhm. Donc, j'ai cherché et puis j'ai postulé à un programme à la City University of New York, un programme en entrepreneuriat et journalisme. Et du coup, j'ai intégré le programme. Donc, c'est un programme qui dure à peu près 6 mois. Ça commence en décembre ou en janvier, je ne sais plus, et puis ça continue comme ça. Et donc, j'ai pris mes affaires, je suis partie. L'avantage, en fait, c'est qu'aux États-Unis, il y a un système de bourses qui est assez marqué, et ce n'est pas nécessairement des bourses sur les ressources. Ce sont des bourses, avec le parcours, avec les résultats et autres. Donc, Mhm. j'ai pu bénéficier d'une bourse et payer aussi une partie moi-même, trouver ma colocation et m'installer à New York. Disons que ça faisait partie de ma to-do list. Ok, Et avec ce système-là de retourner sur les bancs de l'école, j'ai pu réaliser ça. ok, super. Et donc, la formation durait 6 mois et toi, tu es resté le temps de cette formation, c'est ça? Exactement, je suis restée 6 mois. Bon, New York coûte extrêmement cher, donc, et en plus, on ne peut pas Mhm. travailler. On va pas se mentir, hein. On ne peut pas travailler quand on est étudiant. Donc, voilà, j'avais de l'épargne, donc j'ai pu partir. Mais il y a un moment, il faut quand même, il a fallu quand même revenir. Et je pense que j'étais pas encore, ou en tout cas, ça n'est même pas venu à l'esprit de faire du télétravail ou autre. J'avais Oui. gardé quelques clients, mais finalement, c'était pas dans une logique de développement. C'était les Mhm. clients que j'avais déjà. Donc voilà, j'ai fait les 6 mois. Je suis revenue très pauvre en France, mais ça fait partie de l'expérience aussi. Ouais. Et puis voilà. C'était prévu comme ça. C'était prévu comme ça parce que voilà, à New York, enfin, tout est fait dans la ville finalement pour qu'on dépense. Oui. Tout est fait pour ça. Il y a entre les restaurants, entre les activités, entre les voyages, tout est fait pour ça. Et donc, je m'y suis donnée à cœur joie. Et ensuite, je suis revenue en France. Mais c'est fait. Voilà, j'ai coché ma petite case. Super, super, super. Ces 6 mois de formation sur une double thématique, entrepreneuriat et journalisme. Sur le côté entrepreneuriat, donc quand tu es arrivé dans cette formation, tu avais déjà un bagage d'entrepreneuriat ou de démarche entrepreneuriale en tout cas. Qu'est-ce que ça t'a apporté de plus dans tes compétences ou au niveau de ton mindset, cette immersion assez prolongée dans le cœur des États-Unis? Alors, à l'époque, j'étais déjà en effet c'était à l'époque l'auto-entrepreneur, même plus micro-entrepreneur. Donc, j'avais déjà ce statut, j'avais déjà quelques clients. Et le fait de partir à New York, ça apporte plusieurs choses. D'une part, la ville est, comment dirais-je, visionnaire. Elle est avant-gardiste. C'est-à-dire que j'étais en 2016 aux États-Unis et on pariait déjà sur l'explosion du podcast, littéralement. Et à l'époque, en 2016, en tout cas en France hexagonale, le podcast, je pense qu'il balbutiait. Alors qu'aux États-Unis, ils avaient déjà ce coup d'avance en disant c'est le prochain format qui va plaire et c'est le prochain format sur lequel il faut investir. Et il y a plein de choses comme ça sur lesquelles finalement être à New York, ça permet de voir un peu les tendances, ça permet d'avoir
pas forcément un coup d'avance, mais en tout cas de voir ce qui se profile, d'avoir les signaux forts et les signaux faibles de ce qui se profile et de ce qui peut marcher dans les années à venir. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on dit qu'à New York, tout est possible, en bien comme en mal, malheureusement, c'est pas un vain mot, mais pour le coup, tu peux avoir accès à des personnes auxquelles tu n'aurais jamais pensé pouvoir avoir accès si tu étais en France hexagonale. Et ça paraît vraiment, l'école d'une part invitait des intervenants. Nous, on a pu visiter et discuter avec, visiter le siège de Twitter, visiter le siège de Pinterest, visiter le siège de Facebook. Il y a cette idée, en tout cas les QG, enfin les bureaux plutôt à New York, il y a cette idée que c'est accessible. Il y a cette idée que c'est accessible et que dans le pire des cas, la personne, elle va te répondre non, mais au moins, elle t'aura répondu. Donc, vraiment, l'accès aux personnes, je trouve qu'il est beaucoup plus facilité quand tu es aux États-Unis. Il y a une culture du networking aussi qui est extrêmement forte. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'événements où tu peux rencontrer des gens d'horizons extrêmement variés. Et puis, aller à New York, moi, ça m'a apporté aussi ce côté un peu, le troisième point, je dirais, le côté un peu international. Dans ma promo, par exemple, on était 16 et il y avait 14 nationalités différentes. Donc, clairement, disons que tu peux être en Martinique, tu vas côtoyer différentes nationalités. Tu peux être en France hexagonale, tu vas côtoyer différentes nationalités, mais c'est vraiment quand je suis partie à New York que je me suis rendu compte de ce qu'était l'idée d'être immergée dans un environnement international. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois des Japonais, dans ma promo seulement, il y avait à la fois des Japonais, des Brésiliens, des Italiens, une Zimbabwéenne, un Turc, etc. Et du coup, ça permet aussi de continuer à ouvrir ses horizons. Ça permet aussi de comprendre comment les gens fonctionnent, d'en apprendre plus sur leurs expériences. Entreprendre au Zimbabwe ou entreprendre en Turquie, c'est pas entreprendre en France hexagonale et c'est pas entreprendre en Martinique. Hein. Ouais, j'imagine donc de ces 3 points de vue-là, ça a été intéressant. Ok, donc je retiens 3 points que tu as apporté ton séjour aux États-Unis, le côté un peu visionnaire. D'ailleurs, j'apprécie le petit clin d'œil que tu fais là au podcast. Ensuite, le côté tout est possible, c'est facile de rencontrer des gens, ça peut aller très vite, dans un sens comme dans l'autre. Et puis le côté international. Finalement, on voit dans la description de ton parcours là, que l'entrepreneuriat a toujours été un peu présent et t'a aussi aidé peut-être à te driver dans certaines de tes décisions. C'est une question qu'on pose souvent, mais on n'a jamais de réponse claire et je pense que c'est normal. Mais dans ton cas, est-ce que tu arriverais, tu vois, à savoir, est-ce qu'il y a eu un déclic ou quels ont été peut-être les éléments qui t'ont amené à te dire l'entrepreneuriat, c'est vers ça que je veux aller? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il faut savoir que je suis fille de fonctionnaire, donc c'est pas dans mon ADN, si je puis dire. Mes 2 parents sont fonctionnaires et autour de moi, il n'y avait pas tant d'entrepreneurs que ça. Je pense que j'ai un oncle qui est entrepreneur, mais hormis ça, dans le cercle familial proche, en tout cas, je n'ai pas eu de figure entrepreneuriale majeure. Ensuite, je pense, ce qui a peut-être fait pencher la balance, c'est plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a eu une vague à un moment autour de tout ce qui est start-up, entrepreneuriat dans les années peut-être 2010, j'imagine, quelque chose comme ça. Et moi, ça m'a parlé, ça a résonné en moi. Une autre chose, c'est que j'étais insatisfaite dans ma vie professionnelle salariée. Alors, certains disent que j'ai du mal avec l'autorité. Je préfère dire que j'ai besoin d'avoir un cap clair. Et en fait, oui, j'étais très frustrée dans les tâches qu'on me donnait, dans les missions, dans les rapports hiérarchiques aussi, qui étaient souvent très, très guindés d'une certaine façon. Et donc, c'est peut-être ça, c'est finalement cet environnement qui mettait en avant l'entrepreneuriat dans les médias avec des figures. C'était l'époque où on commençait à parler d'incubateurs, de Xavier Niel, vente privée, etc. Et puis, ma frustration au niveau salarié, je suis aussi éprise de liberté. Donc, ça a trouvé un terreau fertile qui m'ont emmené aujourd'hui à être à mon compte. Effectivement, on dit que dans le salariat, il y a 3 contraintes. Il y a la contrainte un peu hiérarchique que tu disais, qui inclut aussi le fait de ne pas forcément choisir les personnes avec qui on travaille, encore moins celles qui sont au-dessus de nous. La contrainte horaire aussi,
de devoir respecter non pas un volume d'heures, mais vraiment une plage horaire. Et puis la contrainte géographique, parce que bon, là, tu vois, tu nous dis 2010, le télétravail n'existait pas encore à cette époque, on va dire. Donc, ouais, il y a plusieurs contraintes. Et en fait, je te pose la question parce que moi, je t'ai connu, ça remonte maintenant. À l'époque, c'était à Paris et je me rappelle notamment des soirées, tu vois, tu parlais de networking, je me rappelle des soirées networking que tu organisais, les soirées Time to Link. Quand tu lances ces soirées-là dans ton processus entrepreneurial, tu en étais déjà où? Tu avais déjà créé ton numéro auto-entrepreneur, tu testais un concept? À l'époque, non. Les premières soirées Time to Link, j'étais encore salariée. Mais tu sais, avec le recul, on se rend compte que mine de rien, notre parcours, il est rarement anodin. C'est-à-dire Oui. qu'à l'époque, j'étais déjà intéressée par l'événementiel, par exemple, même si j'en faisais pas nécessairement au quotidien dans ma vie salariée. J'étais peut-être déjà sensible au message sur l'entrepreneuriat, même si je n'étais pas encore entrepreneur. Et finalement, quand tu regardes avec le recul les choses, je trouve qu'il y a souvent, dans un parcours de vie, il y a des points que tu peux connecter, interconnecter, et tu vois qu'en effet, il y avait un fil conducteur, même si j'en avais pas nécessairement conscience. Ouais. Et donc, à l'époque, non, j'étais pas du tout à mon compte. J'étais encore salariée, mais j'avais cette idée qu'il fallait, enfin, comme je t'ai dit, moi, j'ai pas eu de figure entrepreneuriale autour de moi, j'avais pas de figure entrepreneuriale qui me ressemblait, et cette idée de connecter les gens entre eux, ça m'a toujours intéressée, mais je voulais pas connecter les gens entre eux par plaisir de se rencontrer, de boire un verre. Pour moi, il fallait une raison finalement pour que les gens se déplacent. Donc, il y avait un thème dont on débattait. Ensuite, il y avait des pitchs d'entrepreneurs. Et ensuite, la partie networking un peu plus légère. Donc, c'est né de ça avec une copine, Estelle Elbourava, et avec l'appui de Daniel Yerso d'Outremer Network, avec l'idée, voilà, de fédérer un peu, d'avoir un lieu de rencontre tourné business concernant les Outre-mer. C'était ça ma démarche, parce que je ne trouvais pas ça à Paris. Oui. Chaque fois qu'il y avait plein de soirées, donc tout le côté divertissement était il était là, il était bien présent, mais pour tous ceux qui avaient en tête, qui étaient intéressés un peu par l'économie, finalement, par le business, par l'économie, il manquait ça. Et donc, j'ai créé ça à mon échelle. On en a fait plusieurs à Paris, sur des péniches, en Guadeloupe, etc. Et voilà. Je me reconnais dans ce que tu dis, tu vois, quand tu dis que, enfin, c'est souvent a posteriori qu'on retrouve un peu le sens de toutes les actions qu'on a menées et qui à l'époque semblaient un peu isolées, séparées et pas reliées. Ça, c'est un thème qui revient souvent. Et tu vois, tu parles de figures, d'exemples, de figures emblématiques, un peu au final presque des mentors. Et tu vois, moi, quand je suis arrivé à Paris, j'ai commencé plutôt avec l'associatif. Et tu vois, c'est là que j'ai découvert, moi, que j'aimais en fait lancer des projets et être dans des démarches entreprenantes au sein d'une association. Et j'avais beaucoup été aidé par Loïc Iscaïes, que tu dois connaître. Et je me rappelle que lui-même, en fait, avait été pas mal aidé et soutenu par Daniel Yerso, qui fait beaucoup pour la communauté ultramarine, qui faisait déjà beaucoup à l'époque, qui fait encore beaucoup. Et en fait, je me rappelle au premier Time to Link auquel j'avais assisté, il y a un truc, tu vois, ça fait 10 ans et je m'en souviens encore, c'est Daniel a pris la parole et il a dit c'est pas du tout dans mon genre de jeter des fleurs à des gens, mais Madly, elle fait vraiment un travail de grande qualité. Et là, je me suis dit, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas c'est qui Madly, mais si quelque part, on va dire un peu, voilà, le mentor de mon mentor pense à d'elle, il faut que je me rapproche d'elle. C'est qu'elle doit être vraiment sympa, cette petite. Ouais. Mais oui, de toute façon, c'est très gentil. Et je pense en effet que Daniel, il a marqué plusieurs générations, si je puis dire. Mais en fait, si tu regardes bien, beaucoup de mes projets naissent de frustration en réalité. Soit de frustration personnelle, soit de frustration que je peux identifier. Et là, il y avait une frustration personnelle qui était extrêmement forte, c'est-à-dire que j'avais pas de lieu et j'avais pas de réseau non plus à l'époque, pour le coup, qui me permettait d'avoir
d'évoluer dans un environnement tourné vers le business, vers l'économie, vers les chiffres, vers les entreprises, avec ce côté un peu outre-mer. C'est-à-dire que bien sûr, je pouvais aller dans plein d'événements de networking, mais finalement, c'était très centré sur Paris et des gens qui ne me ressemblaient pas nécessairement ou qui ne connaissaient pas mes contraintes ou autres. Et là, il y avait un côté un peu safe place, quoi. Ouais, je vois tout à fait. Je vois tout à fait. Alors, il y a eu ces événements Time to Link. Là, on commence à toucher du doigt un peu le côté organisation d'événements, networking et répondre à des frustrations. À l'époque, enfin, c'est peut-être pas exactement dans la même période, mais il y avait ton blog aussi qui commençait à se faire beaucoup connaître, Veille Tourisme Antilles. Ça avait été lancé dans dans quel cadre et pour quelle raison? Alors, Veille Tourisme Antilles, tu vois, c'est là aussi avec qu'on voit où ça nous mène. Donc, moi, j'ai fait mon master au CELSA, donc l'école de communication de la Sorbonne. Il fallait prendre un thème et j'ai pris un thème lié au tourisme, donc rien à voir avec la communication, mais en gros, j'avais décidé d'analyser, de voir comment la communication menée par l'île de la Martinique, comment ça influençait un peu la perception que les gens avaient de nous, quoi. Et donc, comment, visiblement, on donnait un peu des outils pour avoir une perception très balnéaire, par exemple. Bref, et donc, pour rédiger ce mémoire, je manquais cruellement de données statistiques, de données factuelles. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'opinions, mais il n'y avait rien, j'avais rien de chiffré. Et on ne peut pas rédiger un mémoire sans matériaux bruts, quoi, que tu peux analyser. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'au début, ça a commencé juste comme comme une sorte de feed RSS, tu vois, où je collectais toutes les informations que je trouvais, je les épinglais en me disant que ça me servirait un peu de journal de bord pour mes recherches. Et puis, une chose en amenant une autre, j'ai commencé à commenter. Mais sur le net, tu vois, sur le net, en me disant, ben voilà, telle personne a dit ça, ça fait écho à ce que tel autre avait pu dire, ou c'est étonnant par rapport à tel truc, etc. Et puis, ça a pris de l'ampleur, et donc le blog est né un peu comme ça. Là encore, d'une frustration toute personnelle. Et puis, j'ai commencé à l'alimenter, à rédiger des contenus. J'allais plus seulement faire de la veille, finalement. Je rédigeais aussi des contenus, des interviews, etc. Et tu vois, une chose en amenant une autre. Aujourd'hui, j'ai développé des balades gourmandes en Martinique, comme quoi il n'y a pas de hasard. Ouais, effectivement, tu vois, là pour moi, c'était assez facile, tu vois, en préparant cette interview, de me dire, ah, je sais qu'elle avait fait ça. Ah, bah tiens, justement, elle avait fait ça aussi. Ah, bah les deux sont reliés parce qu'aujourd'hui, elle fait ça. Donc, ouais, là, le podcast et le fil était assez facile à trouver. Donc, à côté de ça, tu as fait, je pense, encore plein de choses, mais là, on voit, pour moi, déjà à l'époque, l'embryon de ce qui se commence à se dessiner, pardon, que c'est un goût pour la communication, un goût pour la Martinique et un goût pour l'organisation d'événements. Alors, notamment en Martinique, il y a ce salon que tu organises, le salon Welcome à la maison. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce salon? Il est destiné à qui? Qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on y fait? Alors, Welcome à la maison, c'est le salon des loueurs saisonniers. Donc, c'est un événement qui est dédié aux propriétaires ou aux gérants de location saisonnière en Martinique, donc de location de courte durée, appartements, villages, gîtes, etc. Il est né en 2017 et je l'organise en Martinique et en Guadeloupe. Première édition Martinique 2017 et ensuite en 2018, j'ai lancé la Guadeloupe. Cette année, en 2022, on a reçu à peu près 550 personnes avec des stands. Et en fait, le salon Welcome à la maison est conçu comme une espèce d'académie, une journée de formation d'une journée pendant laquelle vous avez des ateliers, des conférences, des stands, des intervenants. Tout est fait pour donner aux propriétaires de meublés de tourisme ou aux gérants de meublés de tourisme les outils dont ils ont besoin, soit pour se lancer, soit pour se développer. Et c'est un événement que j'ai créé qui est né, je pense, grâce à mon blog que j'avais, c'est-à-dire qui m'a permis d'être en position d'observatrice. J'avais une position privilégiée finalement pour me rendre compte des tendances qui se dessinaient et des besoins qui n'étaient peut-être pas formalisés ni formulés, c'était peut-être latent, mais en tout cas ils étaient là. Et donc en 2016 ou en 2017, je fais un article où je donne la parole à une personne qui faisait de la location saisonnière. Un article qui était focalisé sur les 5 astuces, je crois, pour développer sa location saisonnière.
Et c'est l'article qui fonctionne le mieux sur le blog. Et je me dis, tiens, il y a certainement un intérêt pour le sujet. À l'époque, c'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. L'idée de louer sa maison, ça se faisait, mais c'était un peu tabou, si je puis dire. Ouais. Et donc, je me dis, tiens, il y a un intérêt et peut-être que finalement, les loueurs ont besoin d'être accompagnés pour ça. Ils ont besoin d'être accompagnés sur le plan juridique, sur le plan fiscal, le plan financier, la décoration, etc. Et en 2017, ni l'une ni l'autre, je décide de lancer cet événement. Sur la première édition en Martinique, on reçoit à peu près 350 personnes et ma chance, ou plutôt, je ne sais pas si c'est de la chance, mais je convainc à l'époque Airbnb de faire le déplacement pour cette première édition. La responsable fait le déplacement et du coup, ça donne le coup d'envoi finalement d'un événement qui existe encore 5 ans plus tard. Comment est-ce qu'on fait pour faire venir la responsable de Airbnb à son événement? Déjà, on demande. Ça paraît tout bête. Moi, quand je cherche beaucoup sur le web, je fouille, etc. Et donc, je savais que je voulais quelqu'un qui ait du poids. C'est une première édition. Si tu n'as pas une tête d'affiche, tu sais que tu vas galérer, tu vois. Et donc, je me dis, quelle est la tête d'affiche que je peux avoir et à l'époque, la plateforme qui était en vogue, la plus populaire, c'était Airbnb. Donc, je cherche, je m'informe qui est responsable d'Airbnb France. La personne en Airbnb France me renvoie vers Airbnb aux États-Unis. Je cherche et je trouve la responsable Caraïbes sur LinkedIn. Donc, je trouve son nom, je trouve comment on fait son adresse email et puis je lui envoie un email. Et je dis, les gens, quand je raconte ça, les gens se disent souvent, enfin oui, mais c'est pas si facile que ça. Et je pense, c'est ça que peut-être New York a laissé comme trace aussi, ou peut-être dans ma personnalité. Il y a cette idée qu'il ne faut pas s'auto-censurer, quoi. C'est-à-dire que la personne, elle est humaine, techniquement, comme toi et moi. Je lui envoie un email, je lui explique la démarche, je lui envoie les supports qui vont bien, qui expliquent où j'en suis, où je veux aller, combien de personnes j'attends, etc. Et donc là, elle me répond et elle me dit « Ok, Banco, ça tombe bien, nous, on veut développer le marché Caraïbes et notamment les Antilles françaises, donc je viens. » Donc, comme quoi, dans la vie, si on ne tente pas, on n'a rien. Donc, en 2017, elle vient. Donc et à l'époque, tu vois, je commence avec 300 personnes, certes, mais j'avais 8 stands. Donc, tu vois, je parle de rien du tout. Mais avec mes 8 petits stands, la salle paraissait super vide. Mais au moins, ça m'a permis de voir qu'il y avait un intérêt. Parce que quand je fais le premier événement, moi, autour de moi, ce qu'on me dit, c'est tu n'auras jamais 300 personnes, tu n'auras jamais 300 personnes qui vont payer, les gens ne vont pas payer pour ça. En plus, c'est très tabou, donc personne ne va pouvoir venir, etc. Moi, pas de souci, tu me donnes un défi, c'est tout ce que j'aime. Donc, je vais jusqu'au bout de ma démarche en me disant, dans le pire des cas, j'ai perdu de l'argent. Et de l'argent que je n'ai pas en plus. Mais bon, dans le pire des cas, j'ai perdu de l'argent et voilà. Donc, je fais cet événement, ça se passe bien. Et du coup, ça met un coup de projecteur aussi sur une filière qui, jusqu'à présent, était un peu, comme je t'ai dit, un peu tabou. Il fallait pas trop en parler. Tout le monde savait que ça existait, des gens qui mettaient à disposition un petit bas de villa, un petit appartement, mais finalement, c'était pas d'une certaine façon institutionnalisé, quoi. Ça restait, comme on dit ici, en bas-feuille. Ouais. Et donc voilà, 2017, je fais la Martinique. 2018, je fais la Guadeloupe. Et cette fois, je fais venir Booking en Guadeloupe, pareil. Okay. J'aimerais te dire que j'ai une technique, une astuce particulière. Moi, je repère sur le web et j'envoie des emails. Et d'ailleurs, je pense même que Booking, c'est le gars qui m'a sollicité pour le coup, après avoir vu ce que j'avais fait avec Airbnb. Et puis, on a continué d'une année à l'autre comme ça. Ouais, il y a 2 éléments là hyper intéressants. Tu vois, tu dis il faut pas s'auto-censurer. Effectivement, on est tous pleins de plafonds de verre dans notre tête et c'est en tapant dessus qu'on les casse. Et il y a un autre truc aussi, c'est ne pas se laisser influencer par la censure que les autres veulent mettre dans notre tête. Quand on te dit ça va intéresser personne, personne ne va venir, etc. Donc, ouais, c'est un bel exemple d'audace, quoi. Simplement oui, oser faire les choses. Et ça m'a servi de caution aussi pour démarcher. Une fois qu'on dit qu'on a Airbnb, ça sert de caution auprès des sponsors, des partenaires. Donc, oui. Et puis, je pense que tu peux écouter ce que les gens te disent, mais il faut pouvoir mesurer ton risque. C'est-à-dire, OK, si la personne en face elle a raison, qu'est-ce qui se passe de pire, quoi?
Est-ce que je vais perdre de l'argent? Est-ce que je vais être endettée sur 25 ans? Écoute, j'en sais rien. Mais mesurer le risque. Et une fois que tu as mesuré le risque, la question, c'est est-ce que tu es prêt à faire face à ce risque-là ou pas? Oui, tout à fait. Voilà. Et moi, j'ai envie de te poser une question qui va un peu à contresens de ça. Est-ce que, tu vois, quand tu contactes Airbnb ou Booking ou autre, est-ce que tu t'attendais à une réponse? Est-ce que tu t'attendais à une réponse positive? Ou alors pour toi, ça a été une grosse surprise et du coup, tu as dû mettre en place peut-être des choses qui n'étaient pas forcément prévues? Oui et non, dans le sens où tu n'envoies jamais un email, à mon sens, si tu n'espères pas une réponse. Oui. Sinon, autant ne pas l'envoyer. Donc, j'espérais pas nécessairement qu'ils disent oui tout de suite, tu vois. Mais au fond de moi, j'espérais quand même qu'ils soient là. Donc, j'ai pas été surprise à être totalement renversée. C'était plutôt enfin, voilà, ça va dans le sens que je veux. Et non, j'ai pas mis d'éléments particuliers en place. Juste, j'ai dû créer, bon, ça c'est un outil quoi, un carnet de voyage finalement, à la fois pour Airbnb ou pour Booking, parce que la première année en fait, elle sort de San Francisco, Mickaël. Donc elle sort de San Francisco, donc elle a dû faire San Francisco, New York, Miami, Martinique, donc quasiment 24 heures de vol. Donc je lui ai juste expliqué comment procéder, je l'ai orienté sur trouver le logement, mais évidemment, elle travaille à Airbnb, donc les logements, j'ai envie de te dire qu'elle y a accès encore plus facilement que moi. Donc voilà, et le responsable de Booking, il s'avère que à l'époque, en tout cas, il a changé depuis, il est haïtien. Et il vivait en République dominicaine. Donc là aussi, ça a fait tout de suite une connexion caribéenne au-delà du fait de travailler à Booking et d'être responsable de la zone. Il parlait anglais et français. Et puis, il y avait cette idée de se serrer un peu les coudes. Et il ne faut pas, je pense, négliger ça non plus. Bien souvent, dans les discours entrepreneuriaux, on a l'impression que c'est l'entrepreneur face au reste du monde, le self-made man ou la self-made woman. Et bien souvent, il y a des gens qui sont... qui sans contrepartie nécessairement, avec leur bienveillance, qui te donne un coup de main et qui peut changer les choses. Et là, pour le coup, c'est lui qui a poussé en interne pour venir participer à l'événement en Guadeloupe notamment. Ouais, c'est de beaux messages là qui sont lancés et partagés. Donc on le voit, voilà, il y a des leviers sur lesquels jouer. Déjà l'audace, pas de censure. Là, tu nous donnais l'astuce de jouer un peu sur la communauté, trouver des centres d'intérêt communs, etc. Organiser un salon, c'est beaucoup de travail. Il faut penser à 3000 choses en même temps. Du coup, si on rentre un peu, tu vois, dans les coulisses de la préparation de ce salon, est-ce que tu travailles seul? Est-ce que tu as des équipes, des collègues, des prestataires? Et d'une manière globale, comment tu t'organises? C'est-à-dire, par exemple, pour un salon qui a lieu tel mois, et ben, l'organisation commence combien de mois à l'avant, tu vois, pour qu'on puisse avoir quelques informations et se rendre compte du taf qu'il y a derrière. Ok, alors je dirais qu'entre 2017 et 2022, mon mode de fonctionnement a évolué, même s'il n'a pas totalement été transformé, mais en tout cas, il a évolué sur plusieurs points. En 2017, j'étais femme à tout faire. En 2022, je suis plutôt chef d'orchestre. Donc ça, c'est le premier point. En 2017, j'ai tout fait. J'avais quelqu'un qui a travaillé avec moi en freelance. Donc c'est elle qui m'a aidée sur le plan logistique. Un salon, pour décomposer un peu la chose, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect de commercialisation, des stands, de la billetterie, etc. Un aspect purement logistique, donc l'installation, les salles, les équipements, etc. Un aspect de communication pour faire connaître, et puis un aspect tout ce qui est administrativo-financier, c'est-à-dire le suivi budgétaire, les factures, les assurances. Globalement, voilà les 4 piliers d'un salon. Et donc, en 2017, j'avais une stagiaire donc, qui m'a donné un coup de main et j'avais quelqu'un en freelance que j'ai rencontré sur LinkedIn parce qu'à l'époque j'étais à Paris pour organiser en Martinique. C'est elle c'est elle qui était un peu mes yeux sur place. Donc moi j'ai fait le programme, etc. Et puis elle s'occupait de ça. Elle allait visiter les salles et tout. Et puis j'ai mobilisé la ressource principale est toujours gratuite, c'est-à-dire ma famille.
Donc, Mhm. c'est clairement ça. En 2022, la méthode n'a pas changé. C'est-à-dire que je m'entoure toujours de mes proches et de personnes avec lesquelles j'ai travaillé, des prestataires sur le graphisme, par exemple, sur comment ça s'appelle, la commercialisation, c'est toujours moi qui m'en charge. C'est ma chasse, c'est mon prix gardé. Mais Mhm. pour tout le reste, je peux avoir des prestataires, le cas échéant, des imprimeurs, graphistes, photographes, vidéastes, etc. Ce qui a changé véritablement, c'est que, ça a été pour moi majeur, c'est que j'ai documenté tous mes process. C'est-à-dire que quand tu organises un salon de 300 personnes toute seule ou avec quelqu'un, bon, ça va, ça se gère. S'il y a un couac, ça se gère toujours. Si tu organises un salon de plus de 500 personnes, quand il y a un couac, c'est déjà plus gênant. Et donc, du coup, j'ai tout documenté. Donc, j'ai mis voilà, les 4 piliers d'un événement et sur chaque pilier, voilà les tâches qu'il faut faire, voilà le rétro-planning. J'ai fait des checklists de ce qu'il ne faut pas oublier. J'ai fait des feuilles de route avec qui sont les intervenants concernés, à quel moment ils interagissent, à quel moment il faut faire les réservations, etc. Et c'est ça, en fait, qui fait la différence, je pense, entre 2017 et 2022. 2017, c'était artisanal. Ouais. Et entre-temps, c'est devenu pas nécessairement industriel, mais en tout cas plus normé, plus standardisé. Et donc, dans l'organisation, c'est beaucoup plus simple parce que ça veut dire que même si j'ai besoin de faire appel à un nouveau prestataire, tout est déjà documenté, donc il n'y a pas de chemin de traverse à faire. Il sait exactement ce que j'attends en termes de livrables, il sait exactement ce que j'attends en termes de séquencement d'actions finalement. Et donc, c'est ce qui fait la vraie différence. C'est un salon comme Welcome à la maison. Donc, en 2017, je l'ai organisé peut-être 3 mois à l'avance, donc Ok. à l'arrache, mais ça l'a fait quand même. En 2022, vaut mieux compter 4 à 6 mois. Ok. Je pense que ça donne des bons points de repère, tu vois, sur l'organisation d'un salon comme celui-ci. Et c'est un salon qui est calibré sur toute une journée, c'est ça? C'est un salon qui est calibré sur toute une journée avec installation la veille des exposants. Donc, Ok. il faut prévoir ça aussi dans ton budget ou même dans ton Hmm. organisation. Peut-être qu'on va le mettre sur 2 jours, je ne sais pas encore, mais voilà, on accueille les exposants dès la veille l'après-midi pour installer leur stand. Le matin, le salon ouvre ses portes. Alors, généralement, il ouvrait à 9 heures. Cette année, j'ai fait l'ouverture à 8 heures parce que du coup, les gens voulaient que les gens, de toute façon, arrivaient plus tôt, donc autant leur donner plus tôt. Hmm. Et après le salon, en fait, on remet les trophées de la location saisonnière. Et donc, Ah, on est là autour de peut-être 19h, 20h à peu près. ok. Ah ouais, c'est une longue Très journée longue journée. bien remplie. En 2022, il y a la petite activité là que tu avais proposée, j'ai bien aimé, c'est comment faire son lit au carré en 90 secondes, je crois. Ça, c'était pas mal. Exactement. Alors, c'est quelque chose que j'ai lancé en 2019. Donc, puisqu'en pendant la Covid, on n'a pas fait d'événement, Hmm. logiquement. Avec cette idée vraiment, Welcome à la maison, ça avait d'abord une vocation pédagogique. Moi, mon but, c'était de donner aux loueurs les informations, les outils, les connaissances dont ils ont besoin, soit pour se lancer, soit pour se développer. Maintenant, une fois que cette brique-là était posée, en 2019, j'ai ajouté la brique de valorisation des Mhm. loueurs en les récompensant à travers les trophées de la location saisonnière. Il y a plusieurs catégories où on récompense les loueurs pour les efforts qu'ils font, les hébergeurs. On a des sponsors qui nous offrent des lots. Et l'idée, c'est de les mettre en lumière et de dire, vous faites des efforts, vous êtes des ambassadeurs de la Martinique et de la Guadeloupe, on vous voit et on souhaite vous encourager en ce sens. Donc ça, c'était la brique de valorisation des hébergeurs, en plus de la brique, j'allais dire, éducative. Mhm. Et en dehors de ça, il y avait aussi une brique qui me manquait, c'était un peu une brique d'animation, finalement, de divertissement. Mhm. Quand on restait pendant toute une journée sur le site, voilà, on apprend, certes, mais on a peut-être besoin d'un moment où on rigole, où il y a du challenge, etc. Mhm. Et en 2019, grâce notamment au RSMA, qui avait une filière hôtellerie, et à un sponsor, donc Maison de la Literie, on a mis en place ce challenge pour faire son lit au carré en 90 secondes, 1 minute 30. Donc voilà, c'est un battle. Hein. D'abord, il y a une démonstration. Il y a une démonstration où on montre comment on fait le lit bien au carré, etc. Parce que mine de rien, c'est un sujet qui est important. Si un client arrive et que le lit est dégueulasse, bon, c'est voilà. Et puis après la démonstration, donc timer en main avec un sablier ou une horloge, etc. Boum, il y a 2 personnes qui s'affrontent sur 2 lits séparés et qui doivent faire le lit le mieux possible finalement dans le délai imparti. Et le gagnant remporte des lots liés à la literie, donc oreillers, etc. Et donc on en fait plusieurs dans la journée. Et généralement, c'est quelque chose qui plaît assez. Ouais, ouais, ça m'étonne pas.
Ça ne m'étonne pas. Et effectivement, je te rejoins sur le fait que faire le lit, c'est un gros point de douleur. Un gros point de douleur pour la personne qui doit faire le lit. Moi, je me rappelle que j'en faisais beaucoup de locations saisonnières et faire le lit, c'était un truc, j'ai l'impression que c'était jamais bien fait. Et effectivement, en tant que visiteur, quand tu arrives, je trouve le lit, enfin, l'analogie qui me vient un peu en tête, c'est tu vas au restaurant, si les toilettes sont propres, ça veut dire que tu sais que la cuisine est propre. Et tu arrives dans un logement, si le lit est bien fait, eh ben, il y a de fortes chances que tout le reste soit bien fait et bien propre aussi. Donc, ouais, je trouve ça hyper intéressant. Euh, Toi, aujourd'hui, ce salon, donc tu as dit, hein, tu as lancé ce salon pour voilà, apporter pour toi, c'était un peu comme une académie, apporter de la pédagogie, mais à toi, ça t'apporte, enfin, ça t'apporte quoi? Est-ce que ça rentre dans une, tu vois, une dimension à plus long terme? C'est quoi le positionnement de ce salon par rapport à tes activités? Bon, déjà, c'est une activité commerciale, donc ça Mhm. m'apporte du chiffre d'affaires, c'est une activité qui est rentable. Donc voilà, et sachant que je fais en Martinique et en Guadeloupe, donc ça occupe une partie de mon temps. Ce que ça m'apporte aussi, c'est là aussi un poste d'observatrice privilégiée sur la filière immobilière, sur l'évolution du secteur. Donc ça aussi, c'est pas négligeable. Et puis, fondamentalement, je pense que dans ma personnalité ou dans ma nature, et ça s'illustre aussi dans mon activité, cette idée d'être utile, tu vois, de proposer Mhm. des choses qui soient un peu utiles, qui servent véritablement à quelque chose, c'est important pour moi. Donc voilà, ça c'est au titre de mon épanouissement personnel, quoi. Mhm. Ouais, tu l'as dit, hein, tu veux toujours. Déjà, tu as un œil aiguisé pour trouver là où sont les frustrations. Et après, tu as une espèce d'élan interne pour chercher à apporter des réponses. Merci beaucoup, hein, pour toutes ces informations. C'est vraiment très riche. Moi, je retiens vraiment l'approche. Tu as utilisé le mot artisanal. Je pense que ça fait vraiment sens. Voilà, je vois beaucoup de personnes et c'est un tort à mon sens, sans vouloir jeter la pierre, de personnes qui veulent entreprendre, mais ne veulent pas se salir les mains, d'une certaine façon. Oui. Je me Mhm. souviens quand j'ai lancé les tours et que je faisais moi-même les visites, j'ai des gens que je connais qui m'ont dit, mais Madi, écoute, tu es chef d'entreprise, tu peux pas faire des visites comme ça avec des groupes, c'est pas de ta stature finalement. Mais moi, il y a rien qui me fait peur, hein. Si pour mes premiers événements Welcome à la maison, je suis allée distribuer des flyers. Je ne dis pas que je vais faire ça pendant toute la durée de vie de l'entreprise, mais s'il faut passer par là au début, ça ne me dérange absolument pas d'avoir mes mains sales. Et à mon sens, il faut sortir de cette idée que voilà, l'entrepreneur, c'est celui qui fait, qui est derrière son ordinateur, qui chapeaute, etc. S'il faut aller sur le terrain et se salir les mains, à mon sens, il faut y aller, quoi. C'est un super message. Alors, Madly, merci beaucoup, merci énormément pour ton authenticité, pour ta transparence, pour ton énergie aussi, et surtout pour les conseils et pour les messages que tu fais passer. C'est un épisode qui a été très riche et on t'en remercie vivement. On l'a commencé par un portrait créole qui nous a apporté pas mal d'informations intéressante à ton sujet. C'est un peu la tradition de commencer comme ça et c'est aussi la tradition de terminer l'épisode sur des questions rapides. Alors, jusqu'à maintenant, c'était mon acolyte Clément qui s'en chargeait. Et je vais essayer là d'être à sa hauteur et de te poser trois questions et de rappeler la règle que Clément rappelle souvent, c'est-à-dire essayer d'y répondre de manière la plus concise possible. Alors, Madly, es-tu prête pour les trois questions rapides? Je suis prête comme les scouts. Alors, la première question, effectivement, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que tu as été très transparente, tu vois, dans les difficultés, la réalité des difficultés de l'entrepreneuriat au sens large. Toi, parmi toutes les difficultés que tu as été amené à rencontrer, à résoudre, à surmonter, à détourner, si tu devais retenir, tu vois, et nous partager une galère, une grosse galère qui vraiment t'a marqué, ce serait laquelle? C'est le Covid, parce que mon chiffre d'affaires est descendu à même pas 20 000 euros. Donc, ça a été très compliqué à gérer pendant quasiment 2 ans. OK. À contrario, l'entrepreneuriat est aussi fait de succès, de victoires et de moments de joie, heureusement.
Si tu devais retenir et nous partager dans tout ton parcours, tu vois, une de tes plus grandes fiertés, ce serait laquelle? Certainement Welcome à la maison, parce que c'est parti d'un petit projet artisanal et moi-même à aujourd'hui quelque chose qui s'est établi comme un rendez-vous à la fois en Martinique et en Guadeloupe. Ok, super. Et dernière question, là aussi, tu nous as déjà distillé beaucoup d'éléments sur ce sujet-là, mais si tu devais retenir une qualité et une seule pour être un bon entrepreneur, ce serait laquelle? C'est la persévérance, parce que c'est pas forcément le plus intelligent qui gagne. Merci beaucoup, Madly. C'était vraiment un plaisir de te recevoir et on espère te revoir bientôt dans le podcast pour nous expliquer ce que sont devenus tous tes projets, comment tes douettes a évolué et puis nous parler de tous les nouveaux projets que tu auras sûrement lancés d'ici là. Avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité et à bientôt pour revenir. C'était le podcast des entrepreneurs d'outre-mer. Et on espère sincèrement que ça vous a plu et inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast. Si toi aussi tu rêves de lancer ton entreprise, tu peux gratuitement télécharger le guide des 25 conseils pour se lancer avec succès et sérénité en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt.